Voilà, allez, on peut les applaudir encore une fois. Voilà, et puis on peut aussi applaudir ceux qui ne sont pas là et qui ont fait partie du concours d'éloquence. On peut les applaudir. C'est bon ? Ok. Ce matin, mardi 28 mai, c'est une des dernières fois que je pénètre ce sanctuaire intellectuel, réel incubateur de génie, figure de proue d'une rigueur intransigeante et symbole d'excellence. J'ai nommé Stanislas. Bien, ce matin je m'apprêtais donc à réaliser un ultime effort intellectuel dans cette enceinte. Je me retrouve donc dans cette salle de CDI, ce réel bouillon de culture, permettant une érudition sereine tout au long de notre adolescence, n'est-ce pas ? La boule au ventre, M. Koenig nous dévoile théâtralement le sujet du jour, après une prise de parole mêlant intimidation et éloge, apologie de notre parcours et coup de pression. Notre sujet, moi, président. Charmant. Moi, président, c'est tout. Dois-je donc me vendre en tant que tel ? Dois-je donc user de mon charisme certain, de ma voix suave et de ma gestuelle à outrance, symptomatique de mes gènes italiennes, en vous vendant un discours stérile, dénué de sens ? Dois-je user de ma rhétorique, dont je prétends maîtriser les rouages, en prophétisant mon action en tant que président ? Voyez-vous, cette phrase a été prononcée par notre bien-aimé M. Hollande lors du débat présidentiel relatif aux élections de 2012, qui l'opposait, comme vous le savez, à M. Sarkozy. Dans ce discours, le libellé de notre sujet est répété à chaque début de phrase. Alors on a le droit au « moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité », puis « moi, président, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti. » Alors, c'est grandiloquent. Ça peut en faire frissonner quelques-uns, qui sait. Et c'est précisément le problème que soulève le sujet d'aujourd'hui, selon moi. Ce discours dépeint exemplairement qu'il existe un lien entre l'émotion et la conviction. Je m'explique. C'est parce que la construction anaphorique du discours d'Hollande peut nous émouvoir que ces mots acquièrent la force de nous persuader. Ce constat met en exergue quelque chose de plus dérangeant. Si l'on peut être amené à accepter ce par quoi on a été touché, cela signifie que nos émotions peuvent nous manipuler. Ce que je viens de dire, au-delà de mettre la pensée stoïcienne à l'amende, révèle l'enjeu de la maîtrise de la rhétorique, et surtout dans l'exercice politique. Comme si ce n'était pas assez, on traverse de nos jours une crise de sens sans précédent, jonchée par une disparition progressive de notre esprit critique et de notre curiosité. Examiner attentivement une donnée avant d'en établir la vérité. Et puis quoi encore ? C'est vrai, pourquoi faire ? À l'heure où Brut et Combini sont paroles d'évangile. On ne lutte plus l'ignorance. L'ignorance engendre la peur, l'ignorance engendre la bêtise. Excusez-moi, revenons un peu à notre discours et son pouvoir sur nos soi-dites consciences politiques. On a vu que la narration de François a provoqué, par l'émotion qu'elle suggère, l'assentiment des Français. Bien. Une autre chose est à noter, les critiques directes adressées à M. Sarkozy. Vous vous souvenez ? Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti. On se dit insensible à ce genre d'enfantillage, mais ça a son effet. Il me semble d'ailleurs que c'est ainsi que Pauline a éliminé Sacha en demi-finale. En faisant la satire du mandat de Sarkozy et en énonçant ses scandales, il provoque le dégoût du téléspectateur. Ce dégoût suscite en nous une tristesse, une honte, un sentiment. Ce sentiment éveille en nous une volonté de passer à autre chose. Regardez, tristesse qui mène à la honte, honte qui mène à la colère, colère qui éveille en nous un passage à l'action. Action qui s'exprime dans les urnes, urnes qui définissent qui sera à la tête de notre pays pour les 5 prochaines années. Voilà un schéma facile à déconstruire, mais dont l'étendue est sous-estimée, en tant que les paroles sont des actes et ont des conséquences. Les émotions peuvent donc être modelées et utilisées de la manière la plus noble et la plus questionnable. Ce que je veux dire, c'est que la rhétorique est une technique, la rhétorique est un pouvoir. David Koenig, philosophe contemporain pour qui j'avoue j'ai un faible, nous dira d'ailleurs dans son cours sur le langage, la maîtrise de la rhétorique assure l'ascendant sur l'esprit des hommes.
Voilà tout. Je finirai sur des mots de Sartre qui disait « Il y a des tremblements de mots plus dangereux que les tremblements de terre ». À cela, j'ajouterai que leur magnitude est sûrement proportionnelle à notre manque d'esprit critique. Merci bien. Vous pourriez nous dire en deux mots comment est-ce qu'on peut se soustraire à un discours persuasif, parfois sophistiqué? Donc comme je l'ai dit, je pense que c'est surtout question d'esprit critique, savoir être lucide sur ce qu'on soutient, sur ce qu'on est, et passer outre ces artifices de langage, que sont des intonations particulières, une gestuelle, etc., et être conscient de ce qu'on défend, de ce qu'on est, et pour pouvoir justement passer outre ces tentatives de persuasion qui se basent sur une manipulation de nos émotions. Merci Mathéo. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, président. Ah, quelle belle citation. Et surtout, quel formidable exemple de l'effet papillon. En effet, qui aurait pu penser qu'un homme seul, prononçant ce discours, amènerait plus tard une dizaine d'adolescents à s'imaginer à la tête de la République française? Car oui, voilà que pour cette finale, il nous incombe de traiter avec éloquence et panache ce sujet. 2 mots, 12 lettres, 3 heures, moi, président. Pour un mardi matin, vous me direz, on a vu plus attrayant. Je vous l'avouerai, ce sujet, plus que mon esprit, a tout d'abord sollicité mon estomac. En effet, on le sait tous, aucun Français digne de ce nom ne saurait résister à une tartine de fromage bien coulant. Quoique. Mais voilà une approche bien triviale du sujet. Alors, il faut philosopher. Dans ce cas, philosophons. Moi, président. Prononcée par François Hollande lors de sa campagne, cette phrase est à l'image de la volonté d'un homme. Une aspiration à agir, une aspiration à faire changer les choses. De Gérard Lenormand à son Premier ministre Miquet et Emmanuel Macron, en passant par ma humble personne, par mon humble personne, j'ose espérer que la phrase « Moi, président » résonne de la même manière. Comme un message, comme une inébranlable promesse à agir. Néanmoins, aucun président n'a jamais été totalement soutenu par tout son peuple. Chacun se plaît en effet à affirmer qu'il aurait fait mieux. Il faudrait donc chercher le meilleur des hommes pour diriger le meilleur des peuples, le peuple français. Un homme seul qui pourrait agir, qui pourrait faire face à l'adversité et la corruption, et qui pourrait comprendre et représenter son peuple. Mais cela est-il réellement possible? Peut-on réellement laisser l'action à un seul homme, le président? Est-ce même moral d'agir de la sorte? Néanmoins, à l'image de Gérard Lenormand dans sa chanson, je ne suis pas président. Ce n'est pas pour autant que je n'agirai jamais, non. Car, comme celui du cœur, le président ne bénéficie pas du monopole de l'action. De sorte que les Français lambda, attendant avec aigreur que les autres agissent à leur place, ne sont en aucun cas morales. On ne peut rester indéfiniment à ce stage d'enfant, où les routes que nous empruntons sont décidées par d'autres, par les politiques. Alexis de Tocqueville parlait à juste titre de despotisme doux. Pouvoir immense et tutélaire qui se charge d'assurer la jouissance des hommes et de veiller sur leur sort, tout en les laissant en dehors de l'action. Obligé de subir, ce despotisme ne brise pas les volontés, mais il empêche l'action. Je parlais précédemment d'enfants, mais osons aller plus loin, car cette manière de diriger renvoie l'homme à son stade premier, à un stade animal. Oui, elle nous rendrait pareil à un troupeau d'animaux timides et industrieux dont le gouvernement serait le berger, comme Tocqueville l'affirmait. Ainsi, le manteau de la liberté est souvent utilisé pour couvrir d'innombrables petites chaînes. De sorte que cette phrase est mauvaise, car parfait exemple de ce despotisme, laissant aux dirigeants le choix et l'action. Aussi, mesdames, messieurs, changeons ce sujet. Et plutôt que de dire « moi, président », affirmons « nous, hommes ». Oui, nous, hommes, allons agir. Il ne faut pas attendre qu'un futur président agisse pour nous. Au contraire, levons-nous. Faisons nôtre la promesse de François Hollande. On décrit souvent l'action des Gilets jaunes, mais ces derniers, excluant les casseurs bien sûr, sont bien plus citoyens que nous. En effet, dans la mesure où ils agissent et décident de se dresser contre un gouvernement qui ne voit plus l'intérêt du peuple. N'est-ce pas affligeant
de voir le taux d'abstention aux élections européennes frôler les 50% quand le peuple français ne se dit plus écouté par ses représentants? Nous devons pouvoir décider et agir nous-mêmes pour éviter quelconque dérive politique. Aussi, allez dans vos rues, allez dans vos quartiers et intéressez-vous à la politique. Non pas à cette politique désuète qui est devenue la nôtre, mais intéressez-vous à l'origine même du mot politique, à la cité. Intéressez-vous à la cité, intéressez-vous à notre société. Aussi, quittons-nous sur cette phrase de Georges Clemenceau que je trouve fort hilarante. La vie m'a appris qu'il y a deux choses dont on peut très bien se passer, le président de la République et la prostate. Cette maxime devrait être le but vers lequel tendre, une société où le peuple souverain ne se repose sur le président qu'en tant que porte-parole. Mesdames, messieurs, nous voilà réunis à un concours d'éloquence. Cependant, plus qu'un discours, j'aimerais vous lancer un message d'action, sous la forme de ces simples mots. Nous, hommes. Oui, nous, hommes, agissons pour notre futur, car cette action est un jardin, un merveilleux jardin qu'il nous faut cultiver. Alors oui, peut-être que je suis candide, mais cultivons notre jardin, car de ces fruits naîtra un monde plus vrai, plus juste, plus humain. Merci. Alors, une question. Excuse-moi, je vais me moquer un peu de toi, mais est-ce que tu rejoindrais pas le tous ensemble de Ségolène Royal? Mais bien sûr, tous ensemble, agissons tous ensemble. Et je pense honnêtement que la politique qui est la nôtre maintenant, on ne peut plus laisser des hommes politiques décider à notre place. Parce que souvent, on voit, ces décisions, elles sont influencées. Elles sont influencées par des politiques. Et donc, du coup, tous ensemble, oui, tous ensemble, décidons, tous ensemble. Donc, par la démocratie participative, plus de référendums, etc. Oui, je pense honnêtement que c'est le bon système politique qu'il faudrait pencher vers le cap. Merci beaucoup. Merci. Carl Augereau, TS1, on t'écoute, Carl. Moi, président. Pourquoi être président? J'en ai aucunement la volonté. Mais réfléchissons, je suis inscrit à la fac de médecine de Nice, je souhaite faire médecin et je veux me distinguer de mes collègues, être unique dans l'exercice de ma profession. A-t-on déjà vu de grands médecins aux cheveux blonds et aux yeux clairs? Oui, il me semble. A-t-on déjà vu des présidents blonds? Ah, non, je ne crois pas. Ce serait une première, voilà un bon argument pour me présenter aux élections. Un changement capillaire se doit d'être imposé dans une république aussi poussée que la nôtre. Le cuisinier de l'Élysée en a sûrement marre de voir passer les mêmes têtes pourvu que certaines d'entre elles aient des cheveux. Ma mélanine capillaire m'engage désormais dans ces élections. Je suis candidat, c'est bon. Que me faut-il maintenant? Ah oui, un parti politique, c'est vrai. Réfléchissons. Alors, il est à la gauche, mais je suis droitier, donc ça ne va pas. Et puis 6,3% aux élections européennes, ça ne va encore moins. Ensuite, RN et France Insoumise, tous les mêmes, cela aussi entre fascisme et communisme. À vous de choisir, mais pas à moi. En Marche, sympathique parti, tout comme son dirigeant, mais je fais de l'athlétisme et on ne marche pas dans mon sport. Donc il reste la droite, les Républicains, cela correspond bien à mes idées sarkozystes. Je vais choisir ce parti. Ah non, c'est vrai, il y a les Verts, 3e aux européennes. En France, la majorité de leurs voix proviennent des jeunes de moins de 30 ans, que l'on dit consciencieux et protecteurs de la nature, alors que ceux-là ne savaient même pas pour qui voter. Ils se sont décidés à la présence d'herbe sur l'affiche électorale des Verts. Et puis, à la quantité de jeunes dans cette salle, désolé pour les personnes devant, je ne peux me permettre de me refuser la représentation de ce parti. Je suis représentant des Verts, c'est bon. Tout semble être propice au commencement de mon discours. Ah non, c'est vrai, les politiciens s'habillent bien. Les polos blancs et les chaussures tachées, cela ne va pas du tout. Bon, du coup, changeons définitivement cela. Ce sera polo vert kaki à l'image de mon parti, vous noterez la rime en i. Pantalon en toile beige Louis Vuitton pour remplacer ce jean chevignon, vous noterez la rime en on. Ceinture Chanel en cuir pour vous éblouir et chaussures Bordeaux pour remplacer mes Kenzo. Je suis bien habillé, c'est bon. Tout semble presque y être. Avant mon discours, il me faudra sûrement marcher jusqu'à mon pupitre. Je ne peux y aller seul. Il me faut quelqu'un pour m'accompagner. Je prendrai une de ces mannequins que l'on voit souvent sur la toile, Émilie Ratajkowski par exemple. Celle-ci me tiendra une main rassurante avant mon discours. Elle n'égale pas Brigitte, mais elle fera l'affaire.
J'ai une accompagnatrice, c'est bon. Reste la voiture. Ma Clio, non, cela ne va pas du tout pour un politicien. Il me faut une voiture imposante qui crève la foule à mon arrivée, déclenchant des cris, des exclamations. Ah, je sais, mon prof de philosophie a un 4x4 Jeep. Je lui demanderai son autorisation pour la conduire. Après tout, je passe le permis lundi prochain, après l'avoir échoué pour feindre de renverser une vieille dame dans le centre-ville de Cannes-sur-Mer. Action qui négligera sans doute. J'ai une belle voiture, c'est bon. Tout est réuni pour amorcer mon discours. J'arriverai à bord du splendide 4x4 Jeep de mon prof de philosophie sur le siège passager, Dame Ratachowski, pour m'accompagner jusqu'à la tribune, proprement habillé, selon les couleurs de mon parti. Je me place devant le pupitre, la salle se tait, mon discours commence. Place à l'éloquence. Chers Français, chères Françaises, bonjour. Merci d'être venus en ce matin du 28 mai 2019. Si je représente les Verts à ces élections présidentielles, c'est parce qu'un profond sentiment d'amour m'anime. On ne peut nier l'arrivée imminente de modifications thermoclimatiques qui signeront la fin de notre ère. Si vous êtes des politiciens, vous abordez les problèmes socio-économiques de notre société, l'inflation, du chômage, et la relation géopolitique qu'entretient la France avec le monde. Mais je ne suis pas un politicien, je suis un homme, j'ai une âme et un cœur, et écouter mes adversaires parler de notions qui n'existeront même plus d'ici la fin de ce siècle m'afflige considérablement. Le chômage et les taxes foncières ne nous aideront pas à survivre. Il faut cesser d'être égoïste et retirer ce voile qui nous empêche d'agir. Je n'ai que faire du statut présidentiel, ce que je souhaite c'est celui du sauveur. Oui, je veux vous sauver, je suis convaincu d'avoir les clés pour le faire. Mon programme politique s'organise autour d'axes écologiques qui diviseront nos émissions de carbone par 5, de quoi rattraper notre retard et laisser une possibilité à notre biosphère de se régénérer. Moi, président, et puis mince. Je le connais par cœur ce discours, il est éloquent, agile, pragmatique, tout ce que mon public attend. Mais j'allais oublier, il me manque un slogan que l'on affichera devant mon pupitre le jour J. Il m'en faudrait un d'original, à la fois drôle et révélateur de ma politique à venir. Ah c'est bon, j'ai trouvé. Moi, président, ce serait brillant. Alors, petite question. Est-ce que c'est bien une Jeep? Comment? Est-ce que c'est bien une Jeep? Ah mais vous changez souvent, vous aviez une Smart. C'était ma dernière question, merci beaucoup. C'est Karl Logereau qui vient de nous parler, je dis ça pour tous les professeurs, il y a un deuxième Karl avec un K. Et maintenant c'est Alexis Guillon de TS2 qu'on accueille. Alexis, c'est à toi. Alors avant toute chose, je tiens à vous dire au nom de tous les finalistes du concours que nous sommes absolument ravis de partager ce moment avec vous. Et j'espère pour ma part que, au cours des 5 minutes que nous allons passer ensemble, vous allez vous aussi partager ce sentiment. Maintenant, je vais vous demander de vous lever. Allez-y, levez-vous. Bien. Bon, l'expérience a fonctionné. Vous pouvez vous rasseoir. Moi, président, je serai le président de tous les Français. Moi, président, je veux être à l'écoute de chacun. Je ne veux pas me laisser dépasser par la fonction et me laisser enfermer dans la bulle du pouvoir. Moi, président, j'augmenterai les salaires, je libérerai la croissance et je mettrai fin à cette honte qu'est le problème du chômage systémique, que mes prédécesseurs n'ont pas eu le courage de traiter. Moi, président, je veux que vous puissiez à nouveau laisser vos enfants sortir dans la rue, dans vos rues, que des délinquants se sont appropriés depuis trop longtemps. Nous devons restaurer l'autorité de l'État dans ces espaces. Moi, président, enfin, si j'étais président, je ne gouvernerais pas au nom des intérêts de mon parti. Je ne gouvernerais pas pour les sondages. Je ne gouvernerais pas pour les médias. Non. Je gouvernerais pour l'histoire. Parce que mon projet, c'est le retour de la France dans l'histoire. En la rassemblant autour de cette grande ambition. Ça fait rêver, hein? Et donc voilà le portrait robot des candidats qu'on a pu entendre ces dernières années au cours des élections présidentielles. Au cours de ces élections, nous devons choisir l'homme providentiel qui résoudra tous nos problèmes, qui s'élèvera au-dessus de tout ce qui nous divise, et Dieu sait que beaucoup de choses nous divisent,
pour nous faire marcher ensemble sur le chemin du progrès. C'est dans notre culture depuis un bon moment, de Louis XIV à Napoléon, du général de Gaulle à Nathalie Loiseau, qui bat un peu de l'aile en ce moment. Ces grands hommes ont su s'élever au niveau de l'histoire, pour nous faire accomplir de grandes choses. Ce qui est fascinant avec cette idée, c'est qu'elle a certes l'apparence d'une forme d'autoritarisme, mais derrière il y a la véritable ambition de nous offrir un pouvoir humain. Parce que qu'y a-t-il de plus humain qu'un homme ou qu'une femme? Une coalition de 4 à 5 partis, comme celle qu'on aura sans doute au Parlement européen? Non. Ça, c'est une machine. Alors que le pouvoir de l'homme providentiel, parce qu'il est le pouvoir de l'un de nous, est le pouvoir de nous tous. Il nous incarne. C'est une idée magnifique. Et pourtant, il y a quelque chose d'effrayant dans ce « moi président ». Parce que moi, ce n'est pas « je ». Louis XIV dit « l'État, c'est moi » et non « je suis l'État ». Moi est beaucoup plus fort. Moi, c'est ma totalité. Moi, c'est tout ce que j'ai vécu, tout ce que je suis et tout ce que je pourrais faire. Donc dire « moi président », c'est fusionner toute sa personne avec le pouvoir. Faut que j'arrête de faire ça parce que vous ne voyez pas ma tête du coup avec la feuille. Que nos parents aient incarné pour nous l'autorité, c'est normal. Mais transposer ce schéma dans la politique, j'ai la conviction que c'est nous condamner à n'être que des enfants dans ce domaine. Et mettez-vous à la place maintenant de celui qui va devenir président. L'histoire nous montre que tous ceux qui un jour sont arrivés en homme providentiel pour faire corps avec le pouvoir ont mal fini. Après avoir mis fin au chaos du Directoire, après avoir repoussé les envahisseurs de toute l'Europe, et après avoir créé des institutions qui aujourd'hui encore sont le visage de notre État, Napoléon a fait couler des rivières de sang et a bien failli condamner la France à devenir une puissance secondaire en décimant une génération et en ruinant le pays. Ces hommes se sont laissés enivrer par le pouvoir surhumain qui était entre leurs mains. Quand je vous ai fait lever, j'ai pu me rendre compte qu'il était terriblement plaisant de se faire obéir. Alors imaginez quand vous avez un vrai pouvoir sur les gens. Plus proche de nous et moins grave, nos derniers présidents ont tous fini leur mandat seuls et impopulaires. C'est parce qu'un homme seul ne peut pas se montrer à la hauteur de ce grand pouvoir duquel nous attendons tant. Et je suis convaincu que ces présidents étaient profondément malheureux. Et enfin, comme le montre ce moi président, se lancer dans la course à la présidence, c'est le plus gros des égo-trips. Alors nos politiques tombent des nues quand ils prennent conscience, en prenant fonction, que nous ne les respectons pas beaucoup, et qu'ils ne peuvent pas tout faire seuls, et enfin que leur pouvoir ne peut pas tout. Et donc au final, celui qui dit « moi président » s'approprie le pouvoir et le lie à sa personne, de telle façon qu'il ne nous est plus vraiment accessible, il ne vit plus parmi les hommes. Et pourtant il demeure un être limité, ne reste que par son vice. Et il n'est que le pilote d'une machine gouvernementale dont il ne peut assurer toutes les fonctions. L'homme de pouvoir n'est pas un magicien. Ce n'est qu'un funambule qui est seul entre l'idée que nous avons d'un pouvoir omnipotent et toutes les attentes que cela implique, et seul aussi face à la réalité de ses limites, qui est le seul à connaître. Le moi qui veut devenir président est trop grand pour nous et trop petit pour le pouvoir. Merci de votre attention. Alors, petite question. Ah, il y en a une. Je suis pas sûre que... moi, quand je t'écoute, j'ai pensé au philosophe Alain. Alors, je vais pas te poser la question si tu sais pas qui c'est. Je ne connais pas sa pensée politique. Bon, alors je laisse. D'accord. J'ai un peu peur d'avoir oublié la mienne, du coup. Alors, non. Oui, alors si nous ne pouvons élire un président pour nous guider, nous mener, nous lever quand il le faut, vers quel système devons-nous nous tourner? J'ai bien pris soin dans mon discours de ne pas faire de suggestions, puisque je ne voulais pas m'aliéner le soutien de certains membres du jury. Mais c'est très difficile et je pense que
c'est à la fois, choisir un régime politique, c'est à la fois une question d'idéal, il faut que ce soit quelque chose qui ait une vertu universelle, mais il faut aussi composer avec les cultures. Et c'est vrai que si en France nous avons cette culture de l'homme providentiel, peut-être faut-il composer avec cette culture quelque chose qui, tout en respectant nos aspirations culturelles, soit à la fois plus démocratique pour nous, et peut-être aussi plus vivable pour celui qui assure cette charge, pour lui permettre de faire réellement face au maximum de son potentiel aux problèmes communs de la vie d'un État. Merci Alexis, on peut l'applaudir. Alors, hop là, je vais dire un mot. Donc, oui, Monsieur Malocena me dit de vous rappeler, et il a bien raison, que les candidats que vous voyez défiler devant vous sont arrivés à 8h du matin, et ont découvert le sujet ce matin, et ont préparé maximum 3 heures. Donc c'est quand même assez exceptionnel, il faut les saluer. Voilà, donc maintenant nous allons écouter Pauline de TS2. Pauline, c'est à toi. Moi, présidente. Moi, Pauline, présidente. Vous imaginez? Difficilement, hein. Certainement parce que je suis une fille et que nous sommes dans un pays où jamais nous n'avons vu une femme présidente. Certainement parce que je suis une fille et que nous vivons dans un monde où sur 5 continents, il n'y a que 21 femmes au pouvoir. Certainement parce que je suis une fille et que seulement 10% des entreprises sont dirigées par des femmes. Alors moi, présidente, oui, mais de quoi? Présidente des scénaristes, présidente des médecins, présidente des pilotes d'avion? Non, non. Présidente des maquilleuses de cinéma, présidente des infirmières et présidente des hôtesses de l'air. Après, je ne critique pas ces métiers, ils sont tous très bien, mais ils sont juste en dessous de ceux des hommes et un salaire juste en dessous aussi. Et pour remplacer le métier de présidente, qu'est-ce que je peux faire? Première dame, c'est un métier ça? Non, non, non. Mais je peux toujours me rassurer en me disant que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Il suffit que je trouve l'homme dans l'ombre duquel je pourrais m'épanouir, qui risque d'être facile du haut de mes 1m60. Mais de toute manière, le plus grand des pouvoirs n'est-il pas celui de donner la vie? Non plus. Assez de ces discours misogynes, assez de tous ces discours phallocrates, assez de cette société où une petite fille doit se déguiser en princesse plutôt qu'en président ou en infirmière plutôt qu'en chirurgien. Alors moi, aujourd'hui, Pauline, je me présente comme leader. Vous voyez bien, le mot leaduse n'existe même pas. Dans un monde où on ne lutte pas pour l'égalité des droits, mais pour l'interchangeabilité des sexes, je me présente comme leaduse d'un monde révolutionnaire, comme leaduse d'un monde où l'on mettra fin à des maladies et qui sont le sexisme rampant et le paternalisme. Mais imaginons-nous dans un monde où les femmes sont au pouvoir. C'est ce qui se passe dans le film de Netflix « Je ne suis pas un homme facile ». Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ce film est très perturbant. Damien, dragueur et misogyne, va se retrouver propulsé dans un univers matriarcal après que sa tête ait percuté un poteau. Jouant d'abord sur la stupéfaction du héros, atterré par une domination féminine qui contraint les hommes à aller bosser en mini-jupe et s'épiler le torse en ticket de métro, le film s'intéresse ensuite à la façon dont Damien tente d'intégrer les codes d'un monde dont il ne parvient pas à s'échapper. Les masculinistes, ces hommes qui luttent pour être considérés comme les égaux des femmes, ils sont traînés dans la boue et ridiculisés. Ils sont obligés de se réunir et d'aller interpeller les députés de l'Assemblée nationale pour demander plus de droits et de représentativité, arborant des fausses paires de seins, en référence aux actions des militantes à postiche de la barre de nos montres réelles. Les hommes voilés y sont stigmatisés. Ce film m'a troublée, donnant l'impression d'être dans le reflet de notre monde, dans un miroir à effet déformant. Alors, messieurs, je vous propose de vous mettre à la place de Damien dans ce film, où Jean-Paul Sartre devient Jeanne Sartre, et où ce sont les hommes qui se font draguer dans le métro. Et je vous demande de vous imaginer président. Compliqué, n'est-ce pas? Mais pourtant, ce statut qu'a la femme en politique en France n'est pas le même dans tous les pays. En effet, en Amérique latine, en 2014, il y avait 4 femmes présidentes, et aujourd'hui, il y en a 2. Paradoxal pour un continent où le taux de féminicide est extrêmement élevé. Mais qu'est-ce qui fait que les hispano-américains sont assez ouverts d'esprit pour élire des femmes et pas nous? Qu'est-ce qui fait que nous, Français, nous n'avons jamais été gouvernés par une femme? Eh bien, je vais vous le dire. Ce n'est pas tant au niveau des mentalités qu'au niveau du personnel politique. La société machiste du siècle dernier n'a permis de donner un panel suffisant de femmes. Nous étions dans un cercle vicieux. Pas beaucoup de femmes comme personnel politique, donc peu de chances d'être élues.
De même, la représentation permanente nécessaire pour être un politique de bon niveau oblige à faire des choix au détriment de la vie de famille et des enfants, ce que peu de femmes peuvent faire encore aujourd'hui. Mais bon, j'ai peut-être un peu trop parlé de l'étrange drame que d'être une femme, parce que nos cheveux longs peuvent être aussi un avantage en politique. Parce qu'en politique, ce n'est pas des objets réels qui s'échangent sur le marché politique, mais des représentations, disait Jean-Paul Gourvitch. Et c'est bien connu que les femmes sont bien plus bonnes à ce jeu-là. Il est évident pour cela que les femmes devraient être au pouvoir. De même, il existe depuis 1997 la loi de parité entre les hommes et les femmes en politique, ce qui veut dire que cette discrimination positive permet aux femmes d'accéder petit à petit à la politique sans en avoir rien à faire. Même si Emmanuel Macron a fait de la cause des femmes la grande cause nationale de son quinquennat, moi, présidente, je me présente aujourd'hui parce que la France a changé, parce que les Françaises ont changé, parce qu'elles sont devenues plus exigeantes et parce que le monde a changé. La politique doit changer et avec moi, elle ne sera plus jamais la même. Alors moi, présidente, les femmes seront libres et pourront faire ce qu'elles veulent de leur corps. Mettons fin aux incohérences au sujet de la femme, interdit la prostitution mais militer pour la GPA. Qui a bien pu décider ça? On se le demande. Moi, présidente, le néo-féminisme post-moderne n'aura plus pour ambition de hisser la femme à la condition de l'homme, mais plutôt d'araser la condition des êtres humains, parce que je ne suis pas la seule, parce que nous ne sommes pas les seuls à imaginer l'accès au pouvoir suprême comme utopique. Tu nous as parlé de la difficulté de voir une femme en présidente. Mais si jamais c'était le cas, est-ce que tu penses qu'une femme ferait un meilleur travail qu'un homme? Je pense qu'il y a des choses à changer et qu'une femme aurait un nouveau regard par rapport à un homme, donc il y aurait des changements qui sont à faire. Donc peut-être pas à tous les niveaux, mais sur certains niveaux, oui. Ok, merci Pauline. Non, mais je pensais à... Il y avait une députée des Verts, son nom m'échappe, qui s'est arrivée à l'Assemblée, non c'était la ministre de l'Environnement sous Hollande, qui est arrivée en robe normale à l'Assemblée nationale et elle s'est fait chahuter. Est-ce qu'une femme est obligée d'avoir le tailleur pantalon pour... Qu'est-ce que tu en as pensé de cet incident-là? Elle s'est fait chahuter parce qu'elle avait une robe de Zara, un truc comme ça, 75 €, ont précisé les médias. J'en ai pas entendu parler, mais ça dépend. Il y a quelques années, tu étais peut-être un peu trop petite. Mais Et nous un peu trop vieux. Mais à partir du moment où les hommes sont obligés de s'habiller en cravate, je vois pas pourquoi les femmes devraient mettre... Enfin, si la robe était... C'était très correcte, très jolie. Alors non, il n'y a aucun problème. C'est peut-être le problème qu'il n'y ait pas assez de femmes dans le gouvernement, justement. En tout cas, moi je trouve que c'est une vraie question. Pourquoi il faut s'habiller comme un homme, façon homme? C'est une question. Merci beaucoup, Pauline. Terminal littéraire. Antoine, nous t'écoutons, on peut t'applaudir quand même. On t'écoute. Cher public, cher jury, bonjour. Moi, président, ces deux mots ont eu beau résonner comme une pointe de mégalomanie dans la bouche de notre ancien président, il a marqué les esprits. Cette prétention non dissimulée a plu. Du moins pendant quelques semaines. En effet, on peut dire sans trop se mouiller que ce mandat, et plus généralement cette 5e République, a été marqué par les contestations. Mais alors, pourquoi il n'y a pas plus d'hommes ou de femmes qui font l'unanimité? Aujourd'hui, je vous invite à comprendre, à essayer de comprendre avec moi pourquoi nous sommes constamment en révolte, pourquoi tant d'agitation et de dissidence. Cet anaphore déclaré avec éloquence par François Hollande, face à une droite datée, ayant plus de casseroles que le rayon plus de fluff chez Ikea, a été pour beaucoup le commencement d'un souffle nouveau. Malheureusement, cet enthousiasme a rapidement perdu de sa superbe. Notre ex-président a très vite été celui le plus détesté de la 5e République. Le schéma se répète encore aujourd'hui. On plébiscite notre Emmanuel pour mieux se révolter après. C'est amusant, puisque la relation que l'on a avec le pouvoir ressemble beaucoup à celui que l'on pourrait vivre dans une relation sentimentale. On se fait des films, on se dit que cette fois c'est bon, alors qu'en fait, au bout d'un certain temps, on se rend compte que c'est la même galère. Moi, président, est-ce que j'aurais aimé vous faire une énumération de toutes les réformes que je proposerais pour sauver la France? D'un déclin certain,
Mais comme je suis en train de vous le montrer, le statut de chef d'État est voué à l'échec. Et puis de toute façon, mis à part la dépénalisation du cannabis, rien ne me paraît primordial à l'heure actuelle. C'est une blague, bien sûr. François Hollande n'aurait jamais été élu président s'il avait dit moi, chef d'État. Ah bah non, pas chef. C'est un gros mot. Personne ne va voir un chef. Personne ne veut. On lui dit ce qu'il a à faire, personne ne veut rendre des comptes. Dans la tête de la plupart de nos concitoyens, nous sommes vraiment libres que lorsque nous sommes tous des décisionnaires. Ils ont peut-être raison. Mais alors que faire? La révolution, on l'a déjà faite. Une fois. Et quand on pense à la liberté guidant le peuple de Jacques Delacroix, on retrouve cet enthousiasme éphémère qui s'est perdu dans les limbes de la terreur de Robespierre. Néanmoins, le peuple, bien qu'il prétende le contraire, adule et affectionne les femmes et les hommes de pouvoir. Exemple avec la famille royale anglaise. Ces sujets que les Français adorent, mais leur pouvoir n'est qu'honorifique et en aucun cas politique. Theresa May, qui détient pour le coup, elle, le pouvoir politique, aurait sûrement bien aimé avoir la même popularité que sa reine. L'unanimité fait peur et c'est normal, car seule une dictature a le pseudo-plébiscite de son peuple. La confrontation est donc rassurante, l'instabilité plaisante et le chaos exaltant. Le statut présidentiel, bien que gratifiant pour certains, est bien souvent à l'origine de certaines dérives polémiques et peut parfois même être fatal pour le président et ses collaborateurs. George Orwell, dans La ferme des animaux, nous met en garde contre les ambitieux, les révolutionnaires, contre les figures de style employées par les figures de pouvoir. La littérature donc, mais surtout l'histoire, nous ont appris qu'il ne fait pas bon d'être à la tête d'une communauté, d'un État, d'un royaume ou d'un empire. Allez demander à Xerxes, François Ier, Lincoln ou Kennedy ce que leur a apporté leur statut. Seulement jalousie, complainte, trahison et conspiration. Enfin, moi président, c'est un effort plein de promesses, c'est à l'origine de la déception. Moi président, je ne promettrai rien pour ne décevoir personne. Moi président, je ne ferai aucune allocution pour ne pas me tromper. Je ne serai ni prétentieux. Je me contenterai de jouir des avantages de mes fonctions. Je ne passerai donc pas pour un despote et pour un paresseux. Mais vous l'aurez compris, en vérité, je veux ne pas être président. Laissez-moi tranquille. Merci. Bien, merci Antoine. Alors, j'ai une question pour toi. Si tu ne veux pas être président, qu'est-ce que tu veux être? Je ferais bien des chroniques à la radio le matin. J'aimerais bien quand vous allumez votre radio, vous tombez sur France Inter, il y a ma voix vers 9h, 9h30. Alors, drape en thèse 2. Alors, un petit peu de silence, vous avez compris que nous allons jeûner pendant un moment et nous contenter d'une nourriture spirituelle, mais elles sont tout à fait roboratives. Raphaël, nous t'écoutons. Moi, président. Quand j'entends à présent que moi, je suis président, plus longues encore sont mes dents en me rapprochant du commandement. Le président, c'est celui qui commande, dirige, exige, vassalise, administre par ses ministres, aux mines si tristes. Ces bouffons en costume ont comme us et coutume de m'écouter, et d'un geste ample, faut que je lise, je guide leur vie tels mes pantins ahuris. L'État, c'est moi. L'État de gens qui se plaignent de mon gouvernement ne sont jamais rassasiés, jamais satisfaits. Dans une plainte infinie, plus vite encore ils oublient que c'est eux qui m'ont choisi. De par le faciès allègre et prospère des Parisiens dans le métro, on devine aisément que mon gouvernement a tout ce qu'il vous faut. Des apprentis aventuriers aux Marseillais, en passant par les anges de la télé-réalité, je m'assurerai que vous soyez occupés pendant que je supprime vos libertés. Maintenant, d'une danse anaphorique effrénée, laissez-moi, je vous en prie, vous dicter les fondements de mon gouvernement. Moi, président, je rachèterai sucré pour y établir mon QG et y déguster des délicieux mets à longueur de journée. Moi, président, je ferai la sourde oreille à ce que me dit le peuple. J'augmenterai vos impôts pour que vous ne puissiez plus vous enivrer au campo.
Tel un bon despote, je guiderai vos pas dans les sentiers profonds de la religion. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Notre maître a pensé à tous, Tertullien, écrivait « C'est absurde, donc je le crois ». Alors dans cette lignée, je vous le demande aujourd'hui, chère audience, cher jury, de croire en ma folie. Moi, président, de ma tour d'ivoire, je régnerai d'une main de maître. Je m'entourerai de mon bras droit qui éclairera ma pensée, de son aura raisonnée. Tout le monde voit qui c'est. Je parle bien évidemment de Monsieur Koenig. C'est un homme brillant, intelligent, clairvoyant. Et je ne dis pas ça parce qu'il est membre du jury, non. Bien au contraire, Monsieur Koenig irrigue mon cœur et intrigue mon esprit. Vous l'aurez compris, moi, président, je serai à l'écoute de mon peuple. J'irai par-dessus les collines, par-dessus les montagnes. Je gravirai les monts à la recherche pour vous, mes frères, de la perfection. Pas mal. Je vous suis dévié. Mais trêve de belles paroles et de mensonges. Revenons-en, oui, à la prosaïque réalité. Le monde va mal, mes frères. D'Einstein à Weinstein, notre monde a perdu ses lettres de noblesse. Certains, ou plutôt certaines, votent pour le parti animaliste aux élections européennes. Pour se rassurer car ils ont perdu foi en l'homme. Ce n'est pas mon cas. J'ai voté FN. Oh non, mais comprenez bien quelque chose, c'est que je suis le seul espoir pour vous sauver des viles mains des tyrans. Sous ma présidence, ce monde pernicieux se portera mieux. Car oui, je suis un despote, mais un despote éclairé. Ma clairvoyance et mon expérience du haut de mes 18 ans m'ont fait acquérir un prestigieux savoir au fil des ans. De pair avec ma raison arrive ma détermination. Napoléon Bonaparte écrivait « La plus vraie des sagesses est une détermination ferme ». Je suis convaincu, tout comme vous le serez quand je serai élu, que mon engagement dans cette cause noble, qu'est la gouvernance, sera fructifiant pour alléger notre monde de la misère. Car oui, mes chers compatriotes, j'aspire à être président du monde. Rien que cela. Certains d'un rire mesquin esquivent leur triste réalité, niant le passé, les guerres mondiales, la misère. Mais je n'ai foi qu'en Dieu notre Père. La perfidie et la corruption des hommes a réduit ce monde au néant et à la souffrance. Un très bon ami à moi, qui se joue de Youm, nommé Kim Jong-un, pour le jeu de mots, se plaisait à écrire dans un texte au hashtag « Balance ton porc, avion nucléaire », l'ignorance et la bêtise du peuple font la force du dictateur. Par conséquent, il apparaît logique que dans cette salle, je sois un excellent dictateur. Tel Atlas portant le fardeau du monde, j'accepte de me sacrifier et d'utiliser la bombe nucléaire pour mettre à nu la Terre. Je me vois comme Gargantua de Rabelais, dévorant tel un porc le monde tout entier. C'est une vision idyllique que je vous donne à voir aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors réduisons Macron à la hauteur d'un micron et votez drape pour vous mettre dans de beaux draps. Sur ces jeux de mots ridicules, vous comprenez, chère audience éclairée, que rien de ce que j'ai dit n'est en réalité vrai. Je me suis amusé à décrire devant vous un despote fou, abasourdi devant tant de pouvoir qu'il en oublie sa raison et ses propres convictions. Hélas, aujourd'hui, à l'ère du lobby, la corruption du pouvoir voile la face des hommes par un turban de diamants. La politique n'est qu'un monstre froid qui se prétend écouter le peuple alors qu'il l'endort avec sa queue. Sans mauvais jeu de mots. C'est une entité qui édifie des crises chimériques pour étendre sa puissance empirique et se faire du même coup un beau petit bénéfice. Mais comprenez bien que pendant que je vous énonce des affabulations perverses pour ne faire qu'asseoir ma puissance égoïstement, 4500 arbres ont été coupés pour assouvir la soif capitaliste d'un homme qui se revendique fièrement comme le Trump tropical, comme si c'était une fierté. Le « moi président » est une aberration. C'est un vestige archaïque d'une gouvernance absolue d'un homme qui se fait passer pour ambitieux alors que les lobbies ont déjà gangréné sa vie. C'est un homme qui parle sans jamais agir, sous prétexte que le monde lui échappe. Alors, dans la lignée de Charlie Chaplin, renversons et dénonçons les excès des gouvernements dont la seule motivation est l'argent. L'abstention monte, tout comme nos océans. Car les peuples du monde ne supportent plus de ne pas être écoutés, d'être marginalisés pour leurs idées. Alors je vous le dirai simplement et sans ambiguïté, ne laissez pas les politiciens vous endormir par des belles paroles. Penser sans agir, c'est chauffer une pièce en laissant les fenêtres ouvertes. C'est vain. Arrêtons de se monter les uns contre les autres
pour défendre des intérêts personnels, on s'y perd soi-même. Ce n'est pas moi président, c'est nous président. Tous ensemble agissons dans l'intérêt commun, faisons abstraction de nos égos pour pérenniser un futur plus beau. Alors, merci beaucoup Raphaël. Petite question très complexe de géopolitique. Kim Jong-un ou Donald Trump? Kim Jong-un ou Donald Trump? Aucun des deux. Merci. Tu as fini en parlant de crise de foi. La question est simple, faut-il avoir foi en l'avenir? Bien évidemment qu'il faut avoir foi en l'avenir. Il faut que nous croyions en notre avenir. J'ai pas envie de sortir le discours bateau, mais il faut qu'ensemble nous puissions bâtir notre avenir et sauver notre planète. Il n'y a pas de Louis, tu veux. C'est Simon. Simon Bruno, TS1. On se concentre. Bonjour. Aujourd'hui, je suis le 9e à passer. Vous êtes bien ennuyés jusqu'à présent. Enfin non, vous passez le temps. Et j'aimerais vous raconter une petite anecdote, comme on fait aux enfants. Hier, comme tous les soirs, j'ai allumé ma télé. Je me suis assis, un verre d'eau à la main, et j'ai commencé à zapper. Rapidement, je suis tombé sur une chaîne d'infos continues. Alors ne pensez pas que je suis un adepte des Routel Krief ou Jean-Jacques Bourdin, bien que le matin, ça réveille bien. Non, au contraire, je déteste ces talk-shows où les journalistes ne font que se questionner sur des questions dont on connaît déjà les réponses. Mais qu'importe, hier, il y avait un petit monsieur bien habillé, costard-cravate, bien coiffé, qui s'est mis à parler. À l'écouter, il allait sauver la France, changer les choses. Et puis mon doigt a glissé. Et je me suis retrouvé face à un nouveau monsieur, tout aussi bien habillé, mais qui avait tout à fait le même discours. Oui, je vous le jure, le même. Bref, j'ai éteint la télé, lassé, et je me suis mis à rêver, ou plus philosophiquement à penser. Pour moi, le constat, il est simple. Nous vivons dans une société gouvernée par des grands-pères, excusez-moi l'expression, avides de pouvoir, qui ne cherchent qu'à gouverner, qu'à ne se maintenir, coûte que coûte, sans jamais penser à nous. En soi, pour réussir en politique, le jeu est facile, car oui, c'est un terrible jeu. Le jeu des trônes, une bataille, une conquête. Le trône de France, avouez que c'est un peu grotesque. Nous ne sommes plus en 1847 ou en l'an 1000. Mais bon, passons. Je ne critique pas ces hommes et femmes, toujours penser à la pluralité, pour leur abnégation. Non, je les critique pour leur vaine abnégation. Parce que depuis 30, 40 ans, plus encore, la politique n'est plus un devoir, mais un métier. Où sont les ogres Napoléon, les tigres Clémenceau, qui glorifièrent la France et la grandir grande? Où sont Périclès et Solon, figures de l'illustre cité athénienne? Je me le demande. Certes, ces exemples ne sont pas parfaits et ont leurs défauts. Néanmoins, une chose est sûre, une chose les associe. Pour toujours, ils resteront dans l'histoire, parce qu'ils ont marqué leur époque et fait changer les choses. Alors oui, certains s'accrochaient au pouvoir, mais lorsque l'on contemple leur accomplissement, on ne peut que s'agenouiller devant tant de puissance. La puissance et le charisme, voilà deux qualités qui, selon moi, sont nécessaires pour diriger un pays. Nietzsche, j'admire grandement Nietzsche, disait ainsi: la vie est à mes yeux accumulation de force, de puissance, et là où la volonté de puissance fait défaut, il y a déclin. Même si cela paraît évident, la solidité est synonyme d'efficacité. On se doit d'être dur, convaincu, et surtout pas faible, pas fébrile. Il faudra oser ne jamais renoncer, sans pour autant s'obstiner. Ne jamais sous-estimer ses adversaires, il faudra, car l'habit ne fait pas le moine, et qui sait ce qui se cache sous une bure. Un bon dirigeant saura aussi concilier, sans trop donner, sinon le peuple en redemande toujours plus. Les hommes ne se battent pour des libertés que pour les oublier par la suite.
Et à trop demander, on devient pourri gâté. Diriger, c'est aussi ne pas chercher à imposer, mais toujours s'imposer face à l'adversité. Et même si c'est pour un temps, il faut savoir coller aux idéaux, sans pour autant les aduler. Mais surtout, pour gagner, il faut d'abord penser que tu triompheras. Et alors là, tu auras fait un grand pas vers la réussite. Une réussite globale, qui pourtant en laissera de côté. Mais qu'importe, à vouloir tous les aider, tu ne pourras jamais les sauver. Voilà ce que devrait faire un bon dirigeant. Voilà ce que je ferais si je devais être président. Une idée par ailleurs quelque peu vaniteuse. Mais bon, prêtons-nous au jeu. Après tout, comme je vous l'ai dit, il semblerait que l'on ait besoin d'un bon coup de ménage là-haut à Paris. Alors oui, je pourrais faire comme certains politiques l'ont fait brièvement, réciter mon propre poème, mon ode mélodieuse, gonflée d'orgueil, dans laquelle je ressasserai mes plus grandes promesses. Oui, je pourrais dire, moi président, la France sera belle, la France sera sûre, la France sera grande. Moi président, tous les Français, Françaises pourront célébrer ensemble dans une société du partage, où le plus faible est l'égal du plus fort, même si cela peut paraître injuste. Je citerai les grands qui gouvernèrent avant moi, lancerai des piques et mettrai des bâtons dans les roues de mes opposants, en criant au scandale à chaque instant. Moi, président, je ne publierai pas de mémoire de mon vivant, surtout pour en ressortir 3 chapitres plus tard, l'année suivante, comme l'a fait François Hollande. Je respecterai les autres dans la limite du possible, offrirai plus aux pauvres pour mieux les mépriser en privé. Moi, présidence, selon la racine latine, je siégerai en avant, sans pour autant oublier les enfants. Cette jeunesse pure, insouciante et ô combien précieuse, car plus que nourrir ses ancêtres, elle est le moteur de notre société. Une société de la réussite, même si elle est gonflée, truquée, et que tous ont un diplôme à leurs 18 ans, ou 19, pour pouvoir au moins dire « j'ai réussi quelque chose ». Je répondrai à la puissance du peuple, au peuple révolté, en me genouillant à ses pieds, en lui offrant toujours plus. Et puisqu'il en redemandera, je lui en donnerai encore et encore, car après tout, il m'a élu. Enfin moi, président, la France sera belle, plus de voitures essence, mais juste des voitures électriques. Par contre, pas de Tesla ou Toyota, juste du Made in France, s'il vous plaît. Parce qu'avec moi, président, on sera gouverné par un ver dur à cuire. Autrement dit, un vrai dur à cuire. Pourtant, moi, président, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas d'une part parce que ces belles paroles ne seraient que mensonges et hypocrisie, et que je n'en aurais pas besoin, puisque mon devoir serait tout simplement d'aider mon peuple, et donc autant dire la vérité. Non mais, quitte à jouer, je vais plutôt dire les choses en grand, et préfère dire, moi, empereur. Tu as dit j'admire grandement Nietzsche. Pourquoi? J'aime bien sa façon de voir les choses, comment toujours voir plus grand, toujours repousser sa personne, toujours aller plus loin, aller de l'avant, et toujours, je dirais, oui, cette force qui est en lui, cette volonté de puissance de toujours vouloir chercher ce qu'il y a au fond de nous et de toujours progresser plus loin. C'est ça que j'aime chez lui. Merci Simon. Olivier Henry, PS1. On t'écoute. La meilleure pour la fin, évidemment. Moi, présidente... Non, attendez, stop. Ça fait déjà bizarre. Une femme présidente, quelle idée absurde! Depuis 1958, constitution de la Ve République, 8 présidents, 8 hommes. Charles, Georges, Valérie, François, Jacques, Nicolas, encore François, Manu pour les intimes. Mais où sont les Isabelle, les Véronique, les Corinne, les Sandrine, les Marine? Ah non, pas les Marines. Où sont les Françoises? Où sont les Françaises? Malheureusement, je ne suis pas là pour défendre la cause féministe, mais pour vous proposer un programme que je respecterai, ou pas. Si j'étais élue par vous, avec vous et pour vous, dans le but unique de vous gouverner, de vous présider et de vous aider. Vous l'aurez compris, moi, présidente, une nouvelle ère redéfinirait la France. Je ne compte pas vous promettre mondes et merveilles, ou encore vous jurer quelques banalités. Donc, je ne vous dirai pas que je m'engage à redresser mon pays, à réduire le taux de chômage ou à revoir les impôts à la baisse, à m'occuper de la pauvreté dans le monde, ou encore moins à sauver la planète.
Non, non. Mon rôle est d'une toute autre importance. Ma vocation est celle d'être à la tête d'un des pays les plus puissants du monde. Fruit d'une histoire politique longue et mouvementée, la France est une république constitutionnelle unitaire, ayant un régime semi-présidentiel. Merci Wikipédia. Alors vous comprendrez que je n'ai pas de temps à perdre. Fini les promesses oubliées, les propositions laissées de côté. Je m'engage personnellement à respecter scrupuleusement tout ce que je m'en vais vous dire. Tous les jours, la France se bat pour défendre ses valeurs, pour bannir tout comportement méprisable qui ne reflète pas sa grandeur. Je m'engage donc à combattre les homophobes, les xénophobes, les sexistes, les antisémites, les machos, les pervers, les voleurs ou les violeurs. Et plus encore, je m'engage à combattre ces Français gênants et décalés, les bofs. Pour cela, j'interdirai formellement la vente et la production de toute arme offensive et effrayante, cette chose que tout le monde redoute, la ballerine. De la même manière seront sanctionnés le port de claquettes chaussettes, l'utilisation de Musical.ly, les phrases de type « ça va les Jones », les lunettes Décathlon, les taches blanches de crème solaire en été, les bières le ventre à l'air devant la télé, les colliers de barbe ou les sandales pour hommes par exemple. Parce que je serai, je le sais, le premier président à l'écoute de ma population, j'inventerai des rouleaux de papier toilette qui ne finissent jamais, des tartines de Nutella qui ne tombent pas, des coins de meubles qui ne fracassent pas vos petits doigts, des chaînes télévisées sans publicité, des séries où votre personnage préféré ne meurt jamais, ou encore des téléphones portables vraiment portables, avec des batteries inépuisables. Parce que je les gouvernerai, je vous promets de faire des Français un peuple uni, solidaire, libre, égalitaire et fraternel. Un peuple composé de contrôleurs qui oublient de te contrôler, de caissiers aimables, de cheminots toujours à l'heure, de travailleurs motivés et passionnés, de coiffeurs qui ne te font pas de dégradé si tu n'en as pas demandé, de Julien Tantis en code promo, ou encore de professeurs qui finissent leur programme. Désolé, monsieur Koenig. Pour les plus ingénieux d'entre vous, pour ceux qui sont vraiment très perspicaces, vous aurez compris que la politique n'est certainement pas mon domaine de prédilection. Et que même vêtu de bleu et de blanc, avec des ongles rouges, il vaudrait mieux que pour vous, je ne vous gouverne pas. Mais moi, présidente, je m'engage à respecter les mêmes règles que vous, à ne pas proposer d'emploi fictif à mes proches, à ne jamais être accusée d'agression sexuelle dans des hôtels new-yorkais, à ne pas espionner mes adversaires et camarades, à ne jamais détourner quelque argent pour mes biens personnels, et enfin à ne pas porter de costume ou de robe dépassant les quelques milliers d'euros. Promis. Moi, présidente, je m'engage à redresser mon pays, à réduire le taux de chômage et à revoir les impôts à la baisse, à m'occuper de la pauvreté dans le monde et surtout à sauver la planète. Merci beaucoup. Bonjour Pauline. Bonjour. J'ai une petite question. Tu disais pas de marine, mais bon, on a vu que dans les Alpes-Maritimes, le RN est arrivé en tête quand même. Et si par hasard ce serait la première femme présidente, est-ce que ça te dérangerait? Qu'est-ce que ça changerait pour la France pour toi? Je pense que ce serait une avancée qui ne ferait que reculer la France et qu'à ce moment-là, les hommes feraient mieux de revenir à leur place. Merci. Merci. Alors, je vais demander à tous les candidats de venir me rejoindre. Non, Pauline, toi, tu peux rester assise. Alors, vous m'entendez là, ça marche ou pas? Oui. Bon.
D'abord, je vous remercie tous de votre attention, c'est très long. Je ne vais pas épiloguer, je veux juste dire quelques mots. D'abord, je voudrais qu'on les applaudisse tous. Voilà, je voudrais vous remercier, je voudrais remercier mes collègues, le jury. Nous allons avoir une tâche difficile et je voudrais m'adresser à vous pour vous dire à quel point je suis fier et vous dire que bien maintenant nous allons voter. La tâche ne sera pas aisée, donc nous allons distinguer les 3 premiers. Ce sera nécessairement injuste et ça n'a aucune importance. En vérité, il faut être clair. Mais je vous l'ai déjà dit, oui, vous êtes tous brillants. Nous avons chacun eu un ou plusieurs professeurs envers qui nous avons éprouvé une grande admiration. Et cette année, moi, j'ai éprouvé pour vous une grande admiration pour vous, mes chers élèves. Et je ne suis pas le seul. Je sais que beaucoup de monde du jury aussi. Et dans cette école, nous sommes bénis pour cela, parce que personnellement, moi, j'ai ressenti souvent. Vous m'avez élevé, j'ai ressenti souvent beaucoup de joie, une joie intellectuelle, une joie physique même à vous entendre. Et je voudrais vous remercier, je voudrais encore vous applaudir. J'ajouterais juste une chose. Moi, chef d'établissement, je ne serai pas là au moment où on remettra le prix, parce que j'ai une autre réunion qui s'enchaîne juste derrière. Je ne pourrai pas être présent, mais simplement quand même, d'abord dire, c'est vrai, l'admiration que vous suscitez légitimement auprès de vos camarades, auprès de vos profs, et ça donne vraiment envie de continuer comme ça pour les années qui viennent, et remercier Monsieur Koenig. Et ceux qui ont été régulièrement là parmi les profs pour être présents pour les jurys. Oui. Alors, voilà ce qui va se passer. Les professeurs vont se retirer, enfin, les délibérations, les votes du jury avec les votes du public. Donc, on a choisi un système qui est simple, celui pour lequel nous avons voté en 1 à 3 points, celui pour lequel nous avons voté en 2 à 2 points, celui pour lequel nous avons voté en 3 à 1 point. Donc je déteste faire ça. Je vais donc appeler d'abord les finalistes, c'est-à-dire que tout le monde ici a un diplôme, parce que ceux qui ne vont pas monter sur le podium, eh bien n'ont quand même pas démérité, ils ont quand même fait une très très belle prestation. Je vous ferai un petit compte rendu, jeunes gens, après si vous voulez, en tête à tête, quand vous serez désarmés d'ailleurs. Et donc je vais appeler ceux qui ne vont pas monter sur le podium dans le désordre, et à qui je vais donner quand même un petit vote, et puis vous vous mettrez à droite. Donc Carl Luneau. Valentin Supard. Pauline Puaré. Antoine Greff. Pauline Gasperi. Et Simon Bruno. Bon, alors, que les choses soient très claires, je partage votre déception, parce que j'imagine que vous êtes déçus, vous pouvez l'être. D'autant qu'il y a parfois une feuille de papier à cigarette entre ceux qui sont pas sur le podium et ceux qui sont sur le podium. Et c'est ce que je vous avais dit, c'est terrible, hein. Je déteste. Mais vous avez fait des très très belles performances et on les a appréciées. Alors, il y a deux ex-aequo pour le numéro 3, Mathéo et Carl Logereau. D'excellents discours. Le deuxième prix va à Raphaël. Et le troisième prix va à Alexis. Bravo, félicitations. Le troisième prix et la coupe.
je répète encore une fois, vraiment, il n'y a qu'une feuille de papier à cigarette entre vous, parce que, alors je ne vais pas dire les positions, mais parfois entre deux participants, il y a un vote. Donc ça change tout. Alors, je veux vous féliciter, vraiment bravo, c'est assez exceptionnel, et vous avez prouvé, chacun dans votre style, et chacune dans votre style différent, vous êtes affirmé que vous avez fait quelque chose qui est extrêmement difficile et qui fait peur à tout le monde, c'est-à-dire parler en public. Ça provoque la terreur de beaucoup de gens. Et encore une fois, peu importe votre place, mais quand même bravo aux gagnants. Je vais m'arrêter. Je voudrais vous dire merci. Merci pour cette année, merci à chacun, à chacune d'entre vous, parce que vraiment ça a été un plaisir pour moi de vous écouter, de découvrir votre créativité, votre intelligence, votre capacité d'adaptation, votre volonté. Je l'ai dit 10 fois, mais vraiment, je suis ébloui. Merci beaucoup.